Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce journal de la matinée sur Canal 7. Il est 8 heures en temps universel, 9 heures à Bujumbura au Burundi, où la mission de l'Union africaine, composée de 5 chefs d'État et conduite par le Sud-Africain Jacob Zuma, a rencontré hier le président Pierre Nkurunziza, après avoir rencontré la veille des représentants de l'opposition qui ont insisté sur la nécessité d'organiser à l'étranger un dialogue incluant toutes les parties pour sortir de la crise. À l'issue de la réunion de vendredi avec le chef d'État burundais, le président Zuma a indiqué que les résultats atteints seraient divulgués ce samedi par l'Union africaine à travers un communiqué. Une rencontre jugée satisfaisante et fraternelle par des responsables proches de la présidence du Burundi. Présidentielle au Niger, pas de coup KO et donc passage obligatoire au deuxième tour pour le président Mamadou Issoufou, arrivé en tête avec 48,41% des suffrages selon les résultats annoncés par la CENI. Le président sortant nigérien devra affronter ni plus ni moins l'opposant Hama Amadou qui a recueilli 17,41% des voix, bien qu'étant emprisonné lors d'un second tour inédit. Le président sortant à qui il a manqué 167 000 voix pour être réélu dès le premier tour fera face à une opposition qui avait promis de s'unir au second tour. Mais M. Amadou devra bénéficier de très bons reports de voix pour pouvoir succéder à Mamadou Issoufou, un second tour qui devrait avoir lieu d'ici le 20 mars. Toujours en politique, le 20 mars justement, c'est la date de la présidentielle au Congo où la Cour constitutionnelle a examiné pendant 2 jours des dossiers de candidature qui lui ont été soumis par la Direction générale des affaires électorales. L'unique dossier rejeté sur les 10 enregistrés est celui d'un inconnu de la scène politique qui n'a pas pu verser la caution d'un montant de 25 millions de francs CFA. Et Vambala nous donne plus de détails. Liste définitive des candidats en lice pour la présidentielle du Congo-Brazzaville pour le scrutin du 20 mars 2016 a été arrêtée par la Cour constitutionnelle. Les candidats sont au nombre de 9. Il faut citer Denis Sassou Nguesso, Anguillos Nangia Ngambe, Pascal Tsatsi Mabiala, Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa, Guy Brice Parfait Kolelas, Claudine Mounari Nema Bonzot, Joseph Kinyumbi Kia Bungu et Michel Mboussi Ngwari. L'institution a éliminé la candidature de Luc Parfait Chinyanga Mavungu, un inconnu de la politique congolaise. À Brazzaville, nombreux sont ceux qui imaginaient l'invalidation de la candidature de Jean-Marie Michel Mokoko suite à ses déboires judiciaires pour lesquels il répond aux convocations du parquet et de la police depuis quelques jours. C'est au sujet d'une vidéo qui date du début des années 2000 qui circule sur Internet, mettant en cause le général Moukoko dans une affaire de coup d'État supposée. Le général, qui a récemment démissionné de ses fonctions de représentant spécial de l'Union africaine en Centrafrique, pourra néanmoins participer à la présidentielle. Le chef de l'État sortant, Denis Sassou Nguesso, repart à la conquête des suffrages, tout comme en 1992, 2002 et 2009. 4 anciens ministres, dont une femme, 2 anciens candidats à la présidentielle de 2009 et un candidat qui se réclame du centre, complètent la liste. Direction à présent Juba, au sud du Soudan, où le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, était en visite jeudi. Le soutien financier de l'ONU à ce pays à hauteur de 21 millions de dollars pour la protection et l'aide humanitaire et la promesse du diplomate onusien qui en découle. Il est question d'aider ce pays à sortir du cauchemar dans lequel il est plongé jusque-là. Le reportage de Judith Koindo. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a appelé jeudi les acteurs de la crise du Soudan du Sud, un pays déchiré par la guerre civile depuis plus de 2 ans, à faire preuve de responsabilité et à œuvrer à l'application de l'accord de paix signé en août 2015. Le secrétaire général, qui a également plaidé auprès de ses interlocuteurs pour que la liberté de mouvement des ONG soit garantie, a annoncé que les Nations Unies allaient débloquer 21 millions de dollars au titre de l'aide humanitaire pour le pays. J'annonce aujourd'hui que les Nations Unies vont dédier 21 millions de dollars de notre fonds central pour la réponse d'urgence au peuple du Soudan du Sud. Ces ressources nécessaires permettront une protection et une aide humanitaire au moment le plus critique.
Ban Ki-moon a fait également valoir que le Soudan du Sud a maintenant un accord de paix à signer en août 2016 et que respecter les termes de cet accord n'est pas une option mais plutôt un devoir. Rappelant que l'accord de paix qui était conclu par Salva Kiir et Riek Machar en août 2015 prévoyait un cessez-le-feu et un mécanisme de partage de pouvoir pour mettre fin à la guerre déclenchée en 2013. Soulignant qu'en réinstallant le 11 février Riek Machar au poste de vice-président qu'il avait déjà occupé entre 2005 et juillet 2013, cela a marqué un léger progrès dans l'application de cet accord. Mais les discussions sur la formation d'un gouvernement d'union nationale, censé aboutir avant la date butoir du 22 janvier, sont pour l'instant encore dans l'impasse. Et Riek Machar n'est toujours pas retourné à Juba, la capitale où il n'a plus mis les pieds depuis 2 ans. Et nous ouvrons à présent la page économie de ce journal. L'Allemagne opposée à l'engagement de nouveaux plans de relance budgétaire basés sur la dépense publique des pays du G20. Les points de vue divergent, notamment en ce qui concerne les meilleurs moyens de conforter une croissance mondiale en panne. Le compte rendu de Judith Koindo. Le ministre allemand des Finances a déclaré que les tentatives de doper l'activité économique en assouplissant toujours davantage la politique monétaire pourraient s'avérer contre-productives. Pour lui, discuter de nouveaux plans de relance n'aboutirait qu'à détourner le G20 des véritables tâches auxquelles il devrait s'atteler. Nous ne manquons pas de propositions de politique, mais encore une fois, nous manquons de mise en application de ces politiques. L'incertitude actuelle pourrait annoncer la prochaine crise. L'économie mondiale, comme nombre d'États, a besoin d'être suffisamment résistante pour y faire face. Pour le moment, le niveau des dettes publiques et privées est trop élevé et la croissance reste trop faible. Le modèle de croissance basé sur l'accroissement de la dette a atteint ses limites. Il cause même de nouveaux problèmes. Il fait grimper la dette, créer des bulles et les prises de risques excessives sont certaines défient l'économie. Un avertissement à contre-courant au sein du G20 face à l'assombrissement de la conjoncture et à la nervosité des marchés, soulignant que la priorité pour les membres du G20 n'est pas de laisser filer davantage leurs déficits, mais au contraire de commencer prudemment à assainir leurs comptes publics. Dans le même registre, le gouverneur de la Banque centrale chinoise a assuré ce vendredi, juste avant la réunion du G20 Finances à Shanghai, de garder des marges de manœuvre pour soutenir l'économie. Il a souligné qu'il ne voyait aucun fondement à la dépréciation du yuan et que Pékin avait encore des outils de politique monétaire à sa disposition pour soutenir l'activité. Nous retrouvons à nouveau Judith Koindo. S'exprimant avant une rencontre à Shanghai des grands argentiers du G20, le gouvernement de la Banque centrale chinoise a déclaré qu'il n'y a pas de fondement économique pour une dépréciation persistante du yuan. Malgré le violent ralentissement de la croissance chinoise, au plus bas depuis 25 ans, et le soufflement continu de l'activité dans le pays, le gouverneur s'est voulu ostensiblement rassurant. La Chine a toujours un excédent de la balance des opérations courantes. L'inflation reste faible, notre croissance demeure relativement forte. Notre compétitivité à l'international demeure forte. Il n'y a donc pas de fondement économique pour une dépréciation persistante du yuan du point de vue des fondamentaux. La Chine conserve une marge de manœuvre monétaire et garde les outils de politique monétaire pour faire face aux risques potentiels. Dans ses efforts pour rassurer tous azimuts, le gouverneur Zhou s'est empressé d'ajouter que son institution gardait d'abondantes munitions pour faire face à toute aggravation de la conjoncture et stimuler l'activité. Soucieux de stopper l'hémorragie et de stabiliser sa monnaie, la Chine puise dans ses colossales réserves de devises étrangères pour racheter massivement des yuans. Ces réserves de change, les plus importantes du monde, ont fondu de presque 1 000 milliards de dollars en janvier pour tomber à 3 200 milliards de dollars au plus bas depuis mai 2012. Au Gabon, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, des Travaux publics et de l'Aménagement du territoire sur le terrain. Il s'agissait hier pour Jean-Pierre Oyiba de faire le tour des chantiers entrepris dans la commune de Libreville. Question de se rendre compte de l'avancement des travaux. À sa suite, Patricia Lydie-Moellet et Yannick Edou. Jean-Pierre Oyiba s'est voulu pragmatique en effectuant cette visite des voiries urbaines de Libreville, qui d'ailleurs rentre dans le cadre de ses missions. Une visite marathon qui a été l'occasion pour le ministre Oyiba de se rendre à l'évidence. Les travaux avancent. Il y a des chantiers achevés qui nécessitent quelques petites retouches, notamment la signalisation sur certains axes. C'est le chantier PK5, PK12. Et vous avez
constater que ce chantier a démarré et il avance. Et si toutes les conditions sont réunies, dans 4 mois, la voie de droite en sortant de Libreville va être livrée à la circulation pour permettre de réhabiliter la voie de gauche afin d'avoir une circulation plus fluide, parce que c'est une autoroute qui est prévue en 2 fois 2 voies jusqu'au PK12. Et du PK12, PK25, PK25, PK40, jusqu'au PK40, on a 2 fois 2 voies. Depuis sa prise de fonction, 2 réformes principales ont déjà été introduites. On a conduit 2 réformes importantes. La première, c'est une réforme que nous en avons trouvée, qui est en cours, qui a été initiée par mon prédécesseur. C'est une réforme portant sur la suppression de l'ANGT, d'une part, et celle du fer deuxième génération, d'autre part, pour créer ce que nous avons aujourd'hui, l'ANGTI, l'Agence nationale des grands travaux d'infrastructure. L'aménagement des voiries urbaines demeure une priorité pour les responsables de ce département qui mettent tout en œuvre pour booster les chantiers de la ville pour une meilleure circulation. C'est hier vendredi que s'est ouvert en Afrique du Sud un procès sur les violences commises durant l'apartheid. 4 anciens policiers, membres de la tranche armée Congrès national africain, accusés d'avoir kidnappé et tué une jeune femme, ont comparu devant la justice. Léa Tam. 4 policiers blancs âgés de 60 à 70 ans qui faisaient partie d'une unité spéciale de la police de Soweto, chargée de traquer les militants de l'ANC, ont comparu pour le meurtre de Nokotula, 30 ans après le décès de la jeune militante anti-apartheid de 23 ans en 1983. Il y a 20 ans, ces hommes ont avoué une partie des faits devant la commission Vérité et Réconciliation. Mais aujourd'hui, l'amnistie leur a été refusée. La commission estime qu'ils n'ont pas révélé toute la vérité. Nos négociations ont été, d'une certaine façon, compromises. Mais cela ne veut pas dire que ces personnes ne devaient pas divulguer certaines informations. Nous voulions qu'elles nous disent où sont nos camarades disparus. Tout cela est la raison d'être du TRC, afin qu'elles ne soient pas envoyées directement en prison. Ceux qui n'ont rien divulgué devraient, selon moi, être envoyés en prison. 20 ans après la fin de l'apartheid, l'ouverture vendredi à Pretoria de ce procès est une décision significative. Engagée dans cette bataille juridique, la famille espère que le corps de la jeune fille sera enfin retrouvé. S'ils l'ont jeté dans la rivière, qu'ils m'emmènent là-bas. S'ils l'ont brûlé et ont dispersé ses cendres, qu'ils me disent l'endroit où ils l'ont fait. S'ils l'ont enterré quelque part, j'irai la déterrer afin de lui offrir des vraies funérailles. C'est tout ce que je demande. C'était la première audience d'un procès qui devrait durer des mois. À ce jour, très peu de personnes ont été poursuivies pour les crimes commis pendant l'apartheid. La décision de poursuivre ces 4 anciens policiers est donc historique pour le pays. Et puis un mot d'environnement dans ce journal. Des scientifiques chargés par l'ONU ont évalué le recul de la biodiversité. Et selon ces experts, le déclin des abeilles, des papillons ou des oiseaux menace une partie de la production agricole. Léa Tam nous donne plus de détails. Selon un groupe d'experts internationaux chargés d'évaluer la biodiversité, les moyens d'existence des millions de personnes et des centaines de milliards de dollars de production agricole seraient menacés en raison du nombre croissant de pollinisateurs menacés d'extinction. Un constat inquiétant, d'autant plus que de nombreux produits alimentaires ne seraient plus en mesure d'être consommés du fait de leur dépendance aux produits de la pollinisation, causant ainsi des risques de malnutrition, selon ces scientifiques. Des changements dans l'utilisation des terres, des pratiques de l'agriculture intensive et l'utilisation des pesticides, des espèces invasives et agents pathogènes, ainsi que les changements climatiques seraient responsables de ce recul. Soulignons que c'est pour la première fois qu'une analyse de cette ampleur est réalisée sur ce sujet. L'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest sont particulièrement touchées par le déclin des pollinisateurs sauvages. Par ailleurs, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique ont enregistré des données incomplètes. Le groupe d'experts rappelle cependant que les moyens de créer un monde favorable aux pollinisateurs sont notamment la présence accrue de fleurs sauvages à proximité des cultures, une baisse de l'utilisation des pesticides et un meilleur contrôle des parasites. Culture à présent, à Dakar, une plateforme de téléchargement légal de musique a été lancée avec des titres de près de 200 artistes déjà disponibles. C'est une première dans ce pays, mais aussi en Afrique, qui, selon ses promoteurs, contribuera à la lutte contre la piraterie. Le point avec Yvan Bala. Music Bee est le nom de ce concept qui a vu le jour ce mercredi 25 février à Dakar, au Sénégal. Music Bee, comme l'a indiqué Moustapha Diop, directeur général de Solid, une PME sénégalaise spécialisée dans l'informatique qui a développé le projet.
L'expression signifie la musique en Wolof, parlée majoritairement au Sénégal et en Gambie. Il s'agit de la première plateforme de ce genre permettant de télécharger de la musique via SMS ou le système de paiement électronique PayPal au Sénégal, mais aussi le premier site de téléchargement légal de musique en Afrique via SMS. Solide explique qu'elle a lancé ce projet après avoir constaté que beaucoup d'artistes en Afrique ne vivent pas bien de leurs œuvres. À cause du piratage, ils ne vendent que très peu de CD, support par ailleurs de moins en moins adapté au marché face à l'émergence d'Internet et du numérique sur le continent. Cette initiative, elle est très bonne, ça va nous aider à tous aujourd'hui d'avoir une plus grande expansion de notre musique sénégalaise parce qu'il y a toutes les formes de musique là-dedans. Grâce à cette plateforme, on peut maintenant, via un téléphone mobile ou un ordinateur, acheter à partir de son crédit téléphonique et télécharger des titres musicaux dont il peut disposer ensuite quand et où il le souhaite sans avoir besoin d'une connexion Internet, puisqu'il ne s'agit pas de streaming. La page sport de ce journal s'ouvre avec la FIFA. C'est donc l'Italo-Suisse Gianni Infantino, le nouveau président de la FIFA. Il a été élu vendredi à Zurich avec 115 voix contre son concurrent Sheikh Salman qui en a obtenu 88 à l'issue d'une élection qui s'est déroulée sur 2 tours. Le compte rendu de Mamadou Niang. Jusque-là, numéro 2 de l'Union européenne de football derrière Michel Platini, Gianni Infantino a été élu président de la FIFA avec 115 voix au second tour de l'élection ce vendredi à Zurich, devant le Cheikh Salman, président de la Confédération asiatique de football, qui a obtenu 88 voix. Le prince Ali de Jordanie a eu 4 voix et le français Jérôme Champagne 0 voix. Le sud-africain Tokyo Sekwale avait retiré sa candidature quelques heures avant le début du scrutin. Le juriste italo-suisse de 45 ans, qui succède à Joseph Blatter en place depuis 17 ans, est élu pour un mandat de 4 ans. Il aura pour mission de restaurer l'image et la crédibilité de la FIFA, engluée dans la pire crise de son histoire, sur fond de corruption à grande échelle. Alors qu'il fallait 138 voix pour être élu dès le premier tour, Infantino et Sheikh Salman n'avaient obtenu respectivement que 88 et 85 voix. Pour le deuxième tour, il fallait rassembler 104 voix pour trôner les 4 prochaines années à la tête de l'instance du football mondial. Et nous vous proposons à présent un extrait de l'adresse de Gianni Infantino, donc au sortir de ce scrutin. So we will work tirelessly, starting from myself. Nous allons travailler sans relâche, à commencer par moi, dit-il, à travers les associations et les membres du staff pour ramener le football à la FIFA et la FIFA au football. C'est ce que nous avons à faire et c'est ce que nous allons faire. Nous allons restaurer l'image de la FIFA et nous assurer que tout le monde est satisfait de notre travail. En 2020, je veux croire à un développement du football partout dans le monde et dans tous les pays. Je veux voir des actions concrètes menées par la FIFA et toutes les fédérations nationales pour développer le football. Bien sûr, le secrétaire général a un poste important. C'est comme ça que ça doit se passer. Je veux un secrétaire général très fort. Je l'ai dit dans mon programme et j'y crois. Si je suis président, le secrétaire général ne sera pas européen, donc il faut qu'on se penche là-dessus. Mais nous avons du temps, nous discuterons pour décider du meilleur choix pour la FIFA et le football. Et puis au Gabon, la Fédération de karaté arts martiaux organise une nouvelle édition de la Coupe de l'ambassadeur du Japon ce samedi 27 février au gymnase du Prytanée militaire. Un événement qui démontre d'une bonne coopération entre le Japon et le Gabon. Michel Zui. Alors que s'approche la 4e édition de la Coupe de karaté de l'ambassadeur du Japon, le président de la Fédération gabonaise de karaté-do et des arts martiaux affinitaires a rappelé au public gabonais l'importance de la tenue de cet événement qui est un symbole des excellentes relations d'amitié et de coopération entre le Japon et le Gabon. Le judo également est né au Japon et vous allez vous rendre compte que le judo aujourd'hui est à la 25e édition de la Coupe de l'ambassadeur du Japon au Gabon. Nous ne sommes qu'à la 4e édition. Nous avons pensé que, ma foi, qu'il fallait copier sur le judo. Ce tournoi donnera lieu, comme il nous y a habitués, à des combats acharnés qui devraient se dérouler dans un climat de fair play. Dans la sérénité, nous sommes à la 4e édition. Donc c'est quelque chose que nous
nous avons pris l'habitude de faire. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe autrement que ce que nous avons l'habitude de faire. Le gymnase, il est réservé. Toutes les récompenses sont prêtes. Vous avez dû remarquer que pour la 4e édition, il y a eu quand même un changement. C'est-à-dire il y a la préparation, la formation des coachs et la formation des arbitres, que nous appelons communément des stages de coach et stages des arbitres. Le grand rendez-vous de la Coupe de l'ambassadeur du Japon est donc fixé pour ce samedi 27 février 2016 au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Et en rapport avec cette actualité, un stage de formation a été initié par la dite fédération pour la préparation de ce tournoi. Une fois de plus, Michel Véli. Dans l'optique pour la Fédération gabonaise de karaté de réussir l'organisation de la 4e édition de la Coupe de l'ambassadeur du Japon au Gabon, qui se déroulera demain samedi au gymnase du Prytanée militaire de Libreville, elle a initié un stage de formation pour les arbitres et les coachs qui vont encadrer les participants et arbitrer les combats du dit tournoi. Nous sommes en phase de préparation, donc nous sommes en train de faire des inscriptions dans un premier temps, dans tous les sens, pour les athlètes, les officiels, coachs et arbitres. Nous avons démarré lundi, donc selon le chronogramme qui a été préparé. Nous sommes à la fin des préparatifs parce qu'on démarre effectivement demain. Donc là, vous nous surprenez là, en train de faire les tests, n'est-ce pas, aux coachs et aux arbitres qui vont officier demain à la Coupe de l'ambassadeur du Japon. Une compétition entièrement parrainée par l'ambassadeur du Japon au Gabon qui verra la participation de plus de 200 karatékas affiliés aux Ligues des 5 provinces du Gabon que sont le Walentem, l'Ogooué maritime, le Moyen-Ogooué, le Haut-Ogooué et l'Estuaire qui enregistrent le plus grand nombre de participants. Par ailleurs, la Coupe de l'ambassade du Japon au Gabon permettra aux athlètes gabonais de préparer le championnat d'Afrique de karaté qui aura lieu à Libreville en avril prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur Canal 7.